Rappelle-toi de ce vieux roi déchu dans son royaume dégénéré, et de sa cour traînant son crâne dans les jardins illuminés par les yeux de la reine en sanglots cachés en haut de la colline. Elle prit la fuite anonyme en assemblant un vieux rafio. Elle navigua durant des lunes sur le tissu des océans, pêchant les grenadiers fantômes et leurs arêtes de diamants. Elle s'oublia dans les tempêtes, vendit son âme à des murènes, se battant contre des sirènes auprès des navires de pirates. Demi-déesse des quatre vents, adoptée par tous les dieux sombres, elle échoua sur une terre pure, vierge et inconnue des hommes. Elle s'autoproclama la reine nouvelle de ce territoire nu, dressant son armée d'écumeurs au rythme des meurtres et du chahut. La reine des monts du Morimondo, la reine des monts du Morimondo. Elle invoqua la pluie de braise, habillant chaque graine de poussière, puis les lacs en ébullition fondaient les récifs comme le glaçon. La reine dans son palais de flammes nommait l'orage comme émissaire pour qu'il transportait sans frontières l'horreur aux 10 000 horizons. Mais dans les grottes, encore indemne, née en secret la résistance, menée par 5 000 éléphants, armés de courage et de transe. Ils ont enfilé leurs armures, conçues en os de braconniers, imploré les esprits du vent, de la montagne et des marées. Les éléphants du Morimondo, les éléphants du Morimondo. Répondent les grands corbeaux de lune, l'armée des bandits cormorans et les vautours mangeurs d'écume, les nuées d'un anaconda volant, les ours de la plaine et zébrunes, les millions de sauterelles carnivores, les loups aux mâchoires enclumes, les veuves noires, les panthères blanches, les fées du pays de Rébance, les lynx palmés, les lions larcènes, les grands gibbons souffleurs d'abeilles, la horde des bisons souterrains et les moustiques de 4 mètres 20, les chiens savants, dresseurs de vagues, les derniers elfes du Landrague. La bataille du Morimondo, la bataille du Morimondo. Les affrontements durèrent de printemps, emportant nombreuses vies, le vent transporte encore aujourd'hui les vibrations d'antan. On dit que les marées avalèrent l'ensemble du pays et qu'au fin fond d'une mer aride prospère un royaume d'éléphants. Sur la même longueur d'onde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sur la même longueur d'onde. On est encore très content de vous retrouver. Hello. On est en direct on est en direct dans les locaux du groupe d'entraide mutuelle Nacranciel à Beaulieu à Poitiers et on est sur la radio Style FM, jingle Style FM. STYLFM, Style FM, 89.7 et 98.1. Bon, aujourd'hui c'est une émission un peu particulière parce que d'habitude on a Romain qui est derrière la technique et puis donc c'est Tristan que vous connaissez déjà puisque Tristan faisait pas mal de chroniques sur les dernières émissions et donc Tristan n'a pas de micro aujourd'hui puisqu'il est au niveau technicogème, donc merci Tristan. Salut Tristan. Merci d'avoir. Yo frérot. Ibrahima, t'es là aujourd'hui? Oui, toujours fidèle au poste. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire toi? Aujourd'hui, je vais vous parler de la Marseillaise parce qu'on est le 25 avril et qu'elle a été composée un 25 avril. Excellent. Bon, super, on aura ça tout à l'heure. Dorian, t'es avec nous aussi? Oui, bonjour. Coucou. Tu nous fais une chronique?
Oui, la chronique de savoir inutile, mais en direct. Waouh. Ok, Donc je vais vous faire bosser un peu. Ok, très bien. La très bien. pression. C'est rendez-vous en fin d'émission donc pour la chronique inutile de Dorian. Nathan, salut. Yo la team. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un art urbain qu'on appelle le hip-hop. Ok, du hip-hop. Et donc Corentin et Jérôme, vous êtes aussi autour du même micro. Bien sûr. On partage tout. Ouais. Donc un peu de différence aujourd'hui, hein, on n'a pas de table ovale, on n'a pas de moment de 20 minutes autour d'une table ovale, on a décidé de faire ça tout au long de l'émission. Donc Nouveau concept. nouveau concept, exactement. On avait envie de changer, on avait envie de faire un peu autrement, et donc on a quand même une thématique qui sont les outils de vie quotidienne. Et cette fois-ci, on va en parler tout au fil de l'émission, et donc les différentes chroniques des participants viendront édulcorer, ponctuer nos discussions. Voilà. Donc on va commencer directement justement sur les outils de vie quotidienne. Donc je pose la question à tous ceux qui sont autour de la table. Qu'est-ce que c'est que ces outils de vie quotidienne? À quoi ça sert? Et pourquoi est-ce qu'on peut en avoir besoin, quoi? Je pense que les outils du quotidien sont avant tout là pour nous aider à nous reconnecter avec des sens qui sont parfois difficiles à dompter ou domestiquer. J'en ai entendu parler de plusieurs sortes. Ça peut nous aider à la fois sur les rythmes de sommeil, donc sur la gestion de la fatigue, de l'énergie aussi, comment bien dispatcher son énergie. Ça peut être sur son alimentation, sur tout un tas de choses qui sont parfois difficiles quand on est porteur de TSA ou autre, de bien identifier, de savoir quel besoin est en rapport avec quelle sensation ou quoi. Et ces outils-là viennent nous aider à nous reconnecter en fin de compte avec nous-mêmes. Cadrer tout ça. Ouais, c'est ça. Ok, ça rend plus concret en fait, des choses qui parfois peuvent être abstraites. Exact, ouais. Ouais, ok. Est-ce que toi t'as qu'est-ce qui peut ne pas être concret finalement? Si chez toi par exemple Corentin, est-ce qu'il y a des choses qui sont abstraites sur lesquelles tu as besoin d'avoir un outil, ou sans aller sur l'outil, qu'est-ce qui est abstrait en fait? Il y a beaucoup de choses déjà sur le fait de se connaître, principalement sur, par exemple, légitimer ces moments de besoin de repos, par exemple. Je pense notamment au fait que les batteries sociales peuvent être parfois difficiles à maîtriser. On a envie de faire plein de choses, mais la nature nous rattrape, et les réserves énergétiques aussi. Et des fois, on peut ne pas comprendre ce qui nous arrive au jour le jour, et comprendre ses besoins de se reposer, de se replier socialement, on peut dire aussi. Et pour ma part, ça a été vraiment quelque chose qui m'a bien aidé au quotidien. C'est que ça arrive souvent en fait, parce que j'essaye de me représenter, puis pour les auditeurs qui connaissent pas forcément l'autisme, qui peuvent se dire en fait moi aussi j'ai besoin de temps en temps de me retrouver seul et de me reposer. Est-ce que c'est fréquent en fait chez toi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pour ma part, en fait, c'est vraiment cette notion de légitimer cette fatigue qui est anormale chez la plupart des gens en général. Il y a des matins, par exemple, on peut se lever sans aucune énergie et se dire c'est pas normal, j'ai dormi comme d'habitude, j'ai pas fait d'activité qui ponctionne particulièrement en énergie, et pourtant aujourd'hui je suis pas capable de sortir de mon lit, quoi. Et socialement, alors déjà personnellement c'est difficile de l'accepter, de se dire ok là c'est une journée en moins, on va dire, mais elle est nécessaire pour le reste de la semaine. Et la deuxième partie, c'est effectivement socialement pouvoir l'expliquer aux autres. Et c'est peut-être un point de départ aussi d'appropriation pour effectivement assumer ses difficultés socialement, au travail notamment, ou dans des cercles d'amis. On est toujours, alors pour ma part, assez demandé du coup. Et il faut parfois dire stop, entre guillemets. Ces outils-là peuvent permettre de, dans sa tête, se dire oui, bon là, factuellement, j'ai atteint mon quota, et même si j'en ressens pas vraiment le besoin, faut que je lâche du lest en fait, et que je pense plus à moi, quoi. Parce que tu l'as calibré après des échecs passés en fait, c'est exactement, ça? Ouais. Okay. Et puis même une incompréhension, un ras-le-bol de se dire là je comprends pas ce qui m'arrive, maintenant il va falloir que je mette en place quelque chose qui me permette de reprendre les commandes en fait de ma vie et de mes besoins en fin de compte. Ouais, c'est intéressant. Mieux gérer son énergie et savoir où on en est, c'est important, parce que
C'est vrai que pour les gens classiques qui ne réalisent pas à quel point, moi, depuis que je suis adhérent au GEM, on est quand même près de 60, plus de 60 même adhérents aujourd'hui. Alors chacun est différent et a une personnalité, mais il y a quand même 2 troncs communs qui sont que l'on retrouve chez tous les adhérents. D'une part, c'est cette ultra-sensibilité, ou hyposensibilité, qui est vraiment commune à tous. Et le deuxième tronc commun, c'est ce problème de gestion d'énergie, quoi, ou même de problème d'énergie. On est vraiment happé et, souvent par l'aspect social, comme tu dis, Corentin, et on a du mal à gérer notre énergie, et c'est bien de pouvoir le faire à travers des outils. Tu vois que vous pointez 2 choses en fait, c'est savoir où est-ce qu'on en est au niveau de son énergie dans une journée, dans une semaine, dans une période, et le fait que socialement ça prend, enfin les temps de vie sociale prennent aussi beaucoup d'énergie, quoi. Absolument. Dorian, toi, dans la prépa d'émission, tu disais que tu n'avais pas spécialement mis en place d'outils, toi, dans ta vie quotidienne. Bah non, parce que c'est vrai qu'en y repensant, je n'ai pas forcément mis en place de choses. Alors c'est vrai que moi, la gestion de la fatigue, c'est très compliqué. Encore aujourd'hui, j'essaye d'apprendre un peu mieux, mais pour moi, c'est une notion qui est très abstraite, la fatigue. Enfin... on va dire que je suis née fatiguée. Donc c'est difficile pour moi d'imaginer une journée où je suis pas fatiguée. En fait, enfin c'est plus de l'épuisement plus que de la fatigue. Enfin moi je distingue les deux. C'est vrai qu'on m'a souvent dit, t'es fatiguée, t'as rien fait de ta journée. Mais oui, enfin j'ai rien fait physiquement, peut-être de ma journée, mais mentalement, psychologiquement, socialement. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, sauf que c'est pas palpable. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais j'ai pas d'outils à proprement parler pour ça, parce que c'est vrai que je me suis jamais penchée sur la question, en fait. Et puis tu as eu un diagnostic, en fait, il y a 1 an. Il y a 1 an, donc... Ça fait 1 an, là. Ouais. Finalement, c'est vrai que dans l'accompagnement, on va dire, ordinaire des personnes autistes aujourd'hui, il y a aussi beaucoup la mise en place d'outils visuels pour les enfants, les ados, adaptés à un niveau de compréhension. Ici, là, autour de la table, tout le monde sait lire, utiliser un agenda, ce genre de choses, qui sont des outils communs, mais hyper importants. Ça peut prendre plusieurs formes, que ce soit du numérique, du papier ou quoi, mais c'est l'idée générale est de rendre très concret quelque chose qui peut nous échapper. Ouais. C'est ça. Bon, merci pour cette première partie. On va tout de suite écouter notre cher Ibrahima qui va donc nous parler de la Marseillaise. C'est un premier temps autour des intérêts spécifiques des adhérents. Hey, salut, ça tombe bien que je te vois, j'ai intérêt à te donner. Quoi? Comment? T'as intérêt à me donner quoi? J'ai intérêt à te donner sur mon nièce. Ton nièce? On dit un neveu, non? Mais non, j'ai intérêt de donner sur mon disque dur à propos de mon intérêt spécifique, IS. Ah! Ça te dit d'en savoir plus sur mon nièce? Yes! Parle-nous de ton intérêt spécifique. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rubrique historique. D'abord, je tiens à m'excuser pour ma voix. Elle déraille un peu. Je vais essayer de faire du mieux que je pourrais. Mais je vous prie de croire que je ne peux pas faire autrement. Et si vous me pardonnez, c'est déjà ça. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement assez important. On est le 25 avril aujourd'hui. Et je vais vous parler de la Marseillaise. Je pense que vous connaissez tous la Marseillaise. Si je tiens à vous parler de cet événement, c'est qu'elle a été composée un 25 avril. Et je vais vous faire l'historique de ce chant qui est devenu l'hymne de notre pays. La Marseillaise a été composée en avril 1792 à la suite de la déclaration de guerre à l'Autriche. La Marseillaise fut d'abord un chant de mobilisation. Elle appelait au combat les bataillons de volontaires levés depuis 1791. En ces temps de révolution, la guerre ne relevait plus de la seule volonté du roi. Elle engageait la nation tout entière et s'affirmait comme un fait politique majeur. Ainsi s'imposait une nouvelle fonction du champ militaire
qui n'avait plus seulement pour fonction d'exalter la fureur guerrière, mais également de souder un corps politique dans l'élan volontaire. Initialement conçue comme un chant de guerre pour l'armée du Rhin, la Marseillaise se présentait également comme un appel à la lutte contre la tyrannie. Adoptée par les volontaires venus de Marseille pour rejoindre les armées des frontières, elle accompagnait la chute de la monarchie au cours du mois d'août 1792. Avant même la proclamation de la République, le chant des volontaires marquait l'affirmation du peuple souverain et la défense de la Révolution par les citoyens en armes qui s'appropriaient ainsi la chose publique. La guerre permit de réaliser dans les faits l'idée républicaine avant même son accomplissement institutionnel. C'est d'ailleurs au lendemain de la bataille de Valmy que la République fut proclamée le 21 septembre 1792. En 1795, la Convention institua ce lien en adoptant à la Marseillaise cet hymne guerrier comme chant national. Né sous la monarchie et écrit par un officier qui n'était pas acquis aux idées républicaines, ce chant était devenu un symbole de la République. Cette première phase de l'histoire de la Marseillaise en exprimait le caractère essentiel, c'est-à-dire cette faculté de dire et suggérer bien plus qu'un simple appel au combat. La Marseillaise inaugurait ainsi la longue histoire de ces appropriations que ce colloque aura pour ambition de retracer selon 3 axes principaux. Le succès international d'un chant national. Abandonné par le Premier Empire, puis par les régimes successifs du XIXe siècle, la Marseillaise redevint hymne national le 14 février 1879, au moment où la République se consolidait et affirmait sa filiation avec la Révolution française, dans laquelle elle puisait également son héritage symbolique. Après l'adoption de la Marseillaise, la fête nationale fixée au 14 juillet par la loi du 6 juillet 1880 sous la Troisième République. Cette cristallisation officielle des symboles de la République ne mit pas fin, bien au contraire, aux appropriations, aux détournements et aux controverses. La Marseillaise poursuivit ainsi son histoire de patrimoine vivant sans cesse réinventée. Intimement lié à l'histoire de la République, l'hymne prit une valeur d'exaltation patriotique au moment du tournant nationaliste de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, puis au cours de la Première Guerre mondiale. Certains l'opposèrent à l'international, alors que d'autres, comme Jaurès, affirmaient leur fidélité aux deux chants, rappelant qu'à ses origines, l'hymne socialiste se chantait sur l'air de la Marseillaise, soulignant ainsi une profonde et riche ambivalence. Le chant national, du reste, connut une prodigieuse fortune internationale en devenant l'emblème de plusieurs mouvements révolutionnaires et même l'hymne de la Révolution russe en 1917. L'appel à la lutte contre la tyrannie pouvait en effet se prêter à toutes les revendications d'émancipation sociale ou politique, entre histoire officielle et détournement. Internationale et profondément ancrée dans l'histoire nationale, la Marseillaise évoque des principes à valeur universelle, en même temps que l'histoire et l'identité singulière de la France. Symbole de la République, elle est également devenue un emblème de notre pays, souvent convoqué avec familiarité. Ainsi s'explique la facilité et la fréquence avec laquelle cet hymne s'est diffusé dans la chanson populaire mondiale. Il suffit en effet d'en jouer quelques notes pour le reconnaître et évoquer immédiatement un parfum de France, comme le montre par exemple All You Need Is Love, la célèbre chanson des Beatles. L'hymne solennel réservé aux célébrations officielles devint ainsi un air familier, joué, chanté et parfois détourné dans d'innombrables occasions. Les appropriations, irrévérencieuses et parfois provocatrices, témoignent à leur façon de la vitalité de cet hymne chanté sans cérémonie dans les stades. Par un paradoxe, qui n'est en réalité qu'apparent, la Marseillaise était investie d'une sacralité familière. L'histoire de ces appropriations, même critiques ou transgressives, marque finalement une forme d'attachement à ce patrimoine et la volonté de le faire sien,
quitte à le transformer. Le débat récurrent sur la modification des paroles, jugées trop belliqueuses, en est une illustration. La rhétorique du sang impur, par exemple, a pu susciter certaines critiques aux prises de distance qui visent paradoxalement à transformer la Marseillaise pour la rendre plus fidèle à elle-même et à son statut idéalisé de chant commun, un patrimoine commun. La clé de cette plasticité réside sans doute dans le contenu même de ce chant profondément ambivalent. Hymne guerrier qui appelle au combat, il ne saurait être réduit à l'affirmation brutale d'une pulsion agressive. L'appel à la mort des tyrans invite également les Français à se comporter en guerrier magnanime dans le 5e couplet. Mais au-delà de son ambivalence, la Marseillaise joue sur le registre de l'émotion, qui relativise l'instabilité du sens, Elle est avant tout une déclaration d'amour sacré pour la patrie et pour la liberté chérie. Scandée par un rythme irrégulier, la forme musicale fut évidemment le vecteur privilégié de cet élan passionnel. Elle fut aussi l'objet de plusieurs interprétations qui ont néanmoins permis la cristallisation d'un socle commun particulièrement subjectif et adapté au contenu des paroles. La Marseillaise se présente ainsi comme un formidable objet d'étude qui offre aux historiens et aux musicologues l'exemple d'une œuvre vivante sans cesse réinterprétée. Sa vitalité témoigne également de la vigueur des principes dans lesquels la nation se reconnaît. Je tenais à citer mes sources. Hervé Drévillon, professeur d'histoire, directeur de l'Institut d'études sur la guerre et la paix, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, directeur de la recherche au service historique de la Défense. Oh. Merci beaucoup, Ibrahima. Donc, on fête son combienième anniversaire aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça fait 233 ans qu'elle a été composée. Ok, bon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de... oui, j'espère que j'ai été assez clair et que vous aurez pu faire une petite idée, une petite opinion sur cette hymne de notre pays que beaucoup de nations du monde ouest ont récupéré et qui est le symbole un petit peu de la liberté. Ouais, ok. Merci, on apprécie ce temps historique que tu nous proposes maintenant quasiment à chaque émission. On va tout de suite parler d'une autre forme de patrimoine. Là, c'était le patrimoine français. Là, on va aller sur un patrimoine qui nous vient d'un autre continent. Et c'est Nathan qui vient nous présenter donc le hip-hop. Date Bayo l'équipe, B-Boy Naruto de Style FM. Et aujourd'hui, on va parler d'un mouvement et d'un genre et d'un style, j'ai nommé le hip-hop. Donc, pour vous dire, le hip-hop, c'est à la fois un genre musical où il y aura de tout, du jazz, du soul, de la mambo, du disco, boogie blues, et j'en passe. Et on aura aussi le genre le mouvement de culture qui sera composé du DJing, le MCing, donc le rap, et aussi du writing, graffiti, et le b-boying, donc la danse de la culture hip-hop. Et chacun a ses pionniers comme DJ Cool Hertz, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash, JCJ, et bien sûr le très connu que vous connaissez peut-être tous, qui est James Brown. Maintenant, on va s'attaquer aux différents styles de danse qui ont été créés entre les années 70 et 2000 aux États-Unis d'Amérique. Puisque comme ça a été avant, on était en France, maintenant on passe aux États-Unis d'Amérique. Donc on va commencer par deux premiers styles de danse qui sont catégorie funk style, qui sont à la fois locking et popping, mais les deux ne sont pas pareils. Pourquoi ? Parce que le locking, qui fut créé par Don Campbell, où les mouvements sont repris du disco et de tel style de danse sont représentés par le pointé, n'a alors pas vraiment inspiré du disco. Et là vous allez me dire pourquoi ? Et bien parce que je veux dire que le pointé que vous pouvez des fois voir dans les spectacles, il est en vrai inspiré de l'affiche avec Oncle Sam qui dit I want you for the US Army. Et oui, les avances sont trompeuses. Maintenant, concernant le popping, mais cette fois-ci créé par Boogaloo Sam, qui créa lui-même son groupe Electric Boogaloo. Ah oui, j'ai pas dit pour Don Campbell, il créa son groupe The Lockers. Et pour le popping, l'aspect est particulier visuellement, puisque en fait, le danseur, quand il danse le popping, il imite un robot. Et c'est là où on peut être un peu perplexe visuellement. Et maintenant, le troisième style suivant, qui d'ailleurs vous avez sans doute dû voir durant les JO de Paris 2024, qui est sans aucun doute le breaking, aussi appelé le hip-hop acrobatique, qui est d'ailleurs ce que je pratique aussi actuellement en sport. Et bien ce style fut créé par les danseurs du Bronx en dansant d'abord debout. Ils ont créé les top rock en dansant debout, puis par la suite ils ont créé en dansant au sol les footwork, et ils ont créé des mouvements impressionnants circulaires, les power moves.
Et dès qu'ils entendaient une sorte d'explosion, je ne sais quel son particulier, un pop, et ben ils faisaient un freeze, donc dans n'importe quelle position. Ils incluaient aussi des filières acrobatiques issues de diverses disciplines comme la capoeira, le kung-fu, la gymnastique, les claquettes, danse africaine, et j'en passe. Et oui, autrefois, les danseurs du Bronx, ils se bagarraient plus par le physique avant par la suite de se battre par la danse. Et par la suite, en même temps que le breaking, est apparue aussi la house dance dans les années 80 à Chicago, mais qui a un aspect plutôt saccadé, puisque quand le danseur ou la danseuse danse en imitant un ressort, et ben on a l'impression qu'il danse un peu des claquettes, sauf que c'est pas des claquettes, c'est de la house. Après, encore un style des années 80, le voguing, waking, qui est plus aussi du debout. Allez, je précise, en hip-hop, il y a plus de danse debout que de danse au sol, mais malgré ça, le break est quand même la plus appréciée de tous. Et donc en voguing, quand la personne danse, elle imite un mannequin. Et par la suite, on aura le crump. Donc là, on est dans l'époque un peu plus moderne. On est entre les années 90 et 2000. Et donc, ce style fut créé par, je ne sais plus comment s'appelle le danseur, mais je sais que ce style s'appelle aussi crumping, clown dance ou alors clown dancing. Alors, cette danse hip-hop debout est très particulière puisqu'en fait, le danseur exprime avec son visage la colère. En gros, on pourrait dire que c'est un peu la tectonique hip-hop. Et pour finir, dernier style, nous allons trouver, alors bien sûr, une danse qui est des fois un peu confondue avec le breakdance, puisque cette danse s'appelle aussi hip-hop, mais qui s'appelle aussi new style ou alors freestyle. Et pour être plus concret, en gros, c'est un mix de toutes les danses. En gros, on mélange locking, popping, breaking, la house, le waking, voguing, et tout ça, ça en fait un freestyle. Et donc, si je devais vous citer des danseurs très connus de tous ces styles, eh bien, je pourrais vous citer B-Boy Crazy Leg, Kenny Swift, ou alors B-Boy Lilou, B-Boy Mounir, Negin, B-Boy Wings, Hong Ten, et bien sûr plein d'autres danseurs qui ont créé tout cet art. Et du coup, depuis, cet art continue de vivre. Et je tiens à préciser que le breakdance est arrivé chez nous en France dans les années 90 sur le parvis Trocadéro à Paris. Et le breakdance continue à devenir un moment de culture. Donc voilà, et puis depuis, le hip-hop continue à avoir ses jours, que ce soit dans les battles, les freestyles, et j'en passe. Voilà. Ok, merci beaucoup. S'il y a des questions, je suis à votre écoute. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions dont la chronique de Nathan a éveillé la curiosité? Oui. Je t'écoute, Ibrahima. Moi j'ai une question. Est-ce que quand j'étais plus jeune, je regardais quelqu'un qui s'appelait Sidney à la télé. Il tournoyait sur lui-même. Comment te dire? Sur la tête? Sur la tête et tout ça là. Ça, dans son tu parles, c'est un power move. Et en effet, je me rappelle, sur un tuto de breakdance de B-Boy Axi, il nous a démontré ce monsieur, et c'est là, quand tu parles de ce moment, j'ai en effet vu ce fameux tourner sur la tête qu'on appelle le head spin en catégorie power move. Et j'étais jeune quand je voyais ça, quoi. J'avais une dizaine, 10 ou 12 ans. Ouais. Toi, tu pratiques le hip-hop depuis combien de temps, Nathan? Pour ma part, j'ai commencé en 3e, donc je suppose que ça doit faire, je sais pas, à peu près 10 ou 11 ans de pratique, même si des fois, j'ai pas trop adhéré à des cours, mais en tout cas, j'ai pu prouver que malgré mon TSA, je pouvais faire du hip-hop. Oui, tout est possible en hip-hop. Et puis si vous aussi vous voulez pratiquer le hip-hop, alors plusieurs choix. Soit vous adhérez à une troupe qui est dans votre ville, soit par exemple vous pouvez aussi venir au forum de Poitiers, adhérer à la troupe que je fréquente au Tamasso. Ou alors si vous n'avez pas le temps pour ça, vous pouvez regarder des tutos sur YouTube. Vous tapez, je sais pas moi, tuto top rock, footwork, power move, freeze, acrobatie. Dans la chaîne YouTube vient d'un professionnel qui sait faire. Puis il vous apportera des clés. Et puis si je pouvais vous suggérer des chaînes, allez sur les chaînes du genre Tuto Axi, B-Boy Terrence, ça peut être aussi Atomix Tuto. Et puis il y a aussi d'autres chaînes qui existent, Acid Tuto for Break, et puis voilà, j'en passe. Puis si jamais vous voulez apprendre le hip-hop, vous n'hésitez pas. Et comme le dit si bien un événement qu'organise chaque année ma troupe de danse Hip-Hop-O-Tam, osez, dans le sens osez la danse, n'ayez pas peur. J'aime bien le jeu de mots. Dis-moi Tristan, si j'ai bien compris, en fait...
Nathan, c'est pas grave. Excuse-moi, Tristan. Si j'ai bien compris, en fait, c'est un mouvement culturel qui a investi plusieurs catégories d'art. Tu parlais des graffitis, tu parlais de la musique, de la danse. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un mouvement urbain ? Ah bah, c'est un mouvement urbain puisque le rap ça a été créé dans la rue, tout comme le DJing c'est la rue, le break ça a été créé dans la rue, donc les ghettos, et puis le graffiti ça se fait dans la rue, du coup le hip-hop c'est un art de culture urbain. Ok, merci. Oh, quelle précision, Jérôme. Merci. Donc on retient Otam à Poitiers, qui est une assoce de hip-hop. Merci Nathan, merci Ibrahima d'avoir participé. C'est moi qui vous remercie et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une prochaine chronique et ça va déchirer. Voilà. Puis je vous dis au revoir moi de même et prochaine chronique je parlerai d'une discipline particulière qu'on appelle le freestyle gym. Ok. Le GEM offre un ballotin de chocolat fait maison à la première personne qui répondra à ces 2 questions par son moyen de communication de son choix. Quel style de hip-hop vient du Bronx ? Et en quelle année a été créée la Marseillaise ? Vous utilisez le moyen de communication que vous voulez, qui doit arriver jusqu'au GEM. Ça peut être un mail sur notre page Facebook GEM TSA Poitiers, par la poste en direct ou par pigeon voyageur. La première personne qui répondra correctement à ces 2 questions aura donc un ballotin de chocolat préparé mardi au GEM. On reprend un petit temps autour des outils de vie quotidienne avant de notre petite pause musicale. On a parlé donc tout à l'heure un peu des besoins, notamment autour de la fatigue de vie quotidienne. Peut-être qu'on peut essayer de donner un exemple d'outil que l'un d'entre vous utilise. Ouais, pourquoi pas. Par exemple, je sais qu'avec le SAMSA, j'ai mis au point pour organiser une routine quotidienne. Et c'est comme un calendrier pour enfants, sauf que là, c'est plutôt un calendrier pour la vie quotidienne, devrais-je dire, pour la journée, où il y a à la fois le jour, le mois et l'année, et d'un côté, les horaires. Et là, c'est là où je mets, pour telle heure du matin, qu'est-ce que je fais ? Je me réveille, je prends mon petit déj, je me lave les dents, je me lave le corps, donc je prends ma douche, shampoing. Le midi, je mange. Et l'après-midi, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais du shopping cosplay ou est-ce que je fabrique du cosplay ? Voilà quoi. Et puis, en gros, c'est ce qu'on appelle un pense-bête. Et j'ai parlé aussi dans ma salle de bain. Je check si je me suis brossé les dents ou si j'ai fait ma douche shampoo X. Et j'ai aussi un autre pense-bête sur mon placard qui me dit s'il manque pas tel produit d'hygiène. Tout le bazar quoi. Et puis, il peut m'arriver des fois de mettre aussi au point une liste pour faire les courses, même si j'ai arrêté depuis, mais voilà, ça peut servir aux curieux. Les pense-bêtes, c'est pas bête à utiliser. Hein. Le SAMSA que tu nous avais présenté l'émission d'avant, donc c'est les éducs qui peuvent t'aider à, donc là en l'occurrence, structurer, séquencer ta vie quotidienne avec des supports visuels quoi. Ouais, et je sais que j'avais l'habitude de mettre un sabre laser bleu pour dire que ça a été fait. Si le sabre laser rouge, puisque je suis un assez grand fan de Star Wars, ça veut dire que ça n'a pas été fait. Ah ok, c'est pour te motiver en fait l'utilisation. Ouais, j'avais demandé à ce qu'on me fasse un planning à l'effigie de Anakin avec son alter ego à sa gauche Dark Vador, puisque j'étais fan de Star Wars, mais depuis j'ai un peu arrêté parce que ça me coûtait un peu trop. Mais c'est là où ma deuxième ancienne référente m'a proposé un petit plan B qui fait un peu triche mais qui est très utile. C'est sur l'agenda, je mets une encoche vert pour dire que c'était fait, ou alors une croix pour dire que ça n'a pas été fait. Et je trouve que c'est plus facile que sur un truc à scratch. Donc on va dire que grâce à toi, les éducatrices du SAMSA ont dû découvrir ce que c'était que Star Wars, quoi, finalement. Plus ou moins, même si ça leur parlait pas trop, même s'ils n'étaient pas forcément fans de pop culture, mais au moins elles m'ont aidé à me chanter, voire me sortir les doigts. Et puis le principal, c'est que ça te parle à toi avant de parler aux éducateurs. C'est à toi que l'outil s'adresse en premier lieu, donc... Ouais. Corentin, toi, tu utilises quelque chose de spécifique ? Alors oui, moi, ce que j'ai pu utiliser toujours en rapport avec la gestion de l'énergie, c'est une technique qui venait du Royaume-Uni, ça s'appelle le spooning, donc qui utilise un principe de cuillère. Moi, j'ai trouvé ça trop encombrant, donc je suis plutôt parti sur des haricots, c'est plus facile à transporter. Le principe est simple, on part avec 12 haricots par jour,
Je vais pas faire dans les détails, mais donc on part avec 12 haricots qui correspondent à notre réserve énergétique, et en fonction des actions de la journée, ces haricots vont diminuer petit à petit. Donc il y a un barème qui correspond à chaque activité. Par exemple, pour moi, faire les courses, ça me consommerait par exemple 4 haricots. Et à la fin de la journée, l'objectif, c'est d'avoir encore des haricots en réserve et pas être au-delà de ce que notre corps peut proposer comme énergie. Et l'objectif du coup de ça, c'est que il y a moyen de retrouver des haricots dans sa journée, donc de savoir quand se poser, trouver le moyen de se ressourcer, bien manger aux bonnes heures, etc. Et en réalité, il y a plein de sous-objectifs à cet outil-là. Et l'objectif, c'est de pouvoir le transporter un peu n'importe où et que ça puisse même parler à d'autres. Ça veut dire qu'il a fallu que tu calibres, toi, aussi en haricots, les activités de ton quotidien. Tout à fait. Faire les courses, c'est tant de haricots, venir au GEM, tant de haricots. Exactement. Et donc, tant qu'à faire, pas faire les courses et venir au GEM dans la même journée, etc. Donc, en fait, ça gère toute la programmation de la semaine au-delà de la journée. Ah ouais, ok. Oui, donc quand tu prévois ta semaine, tu le penses en haricots. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour pas faire les courses, quand même. Plus sérieusement, en fait, on se retrouve à travers, que ce soit pour cadrer l'emploi du temps ou cadrer l'énergie, en fait, on se retrouve sur des outils un peu similaires, en fait. Totalement, c'est ça. Et finalement, si on se rapproche aussi de tout ce qui est, pour les adhérents qui connaissent les outils sensoriels, qui nous permettent de gérer un peu nos émotions et nos stress, en fait, c'est un petit peu pareil là, dans les outils du quotidien. Finalement, c'est aussi un peu pour gérer le stress de ne pas être en retard, le stress de ne pas avoir assez d'énergie, etc., etc. Tout à fait. Ça permet de se réguler sur tout un tas d'aspects. Une très bonne manière de se réguler aussi, c'est d'écouter de la bonne musique. Et ce que je vous propose, c'est donc une petite pause musicale.
FM, Style FM, à Neuville-de-Poitou et à Loudun, 89.7 et 98.1. La radio du Nord-Vienne. Donc sur Style FM, vous écoutez l'émission sur la même longueur d'onde, l'émission du GEM TSA, autiste de Poitiers. Tout de suite, nous vous proposons l'épisode numéro 6 de Neurorama, un épisode qui a été créé par les adhérents du GEM et notamment Jérôme, qui vous est tout de suite proposé. C'est quoi ? C'est Neurorama. C'est quoi Neurorama ? C'est un feuilleton radiophonique. C'est quoi un feuilleton radiophonique ? Tais-toi et écoute. À une époque indéterminée sur l'échelle du temps, entre 2h moins le quart avant Jésus-Christ et 2h moins le quart après Jésus-Christ, les autistes ont pris le pouvoir sur la planète Terre, rebaptisée planète Dire, prête à imploser à cause des non-dits de l'humanité qui masquent les problèmes plutôt que de les affronter. Nous retrouvons à Poitiers, dans le parc Joseph Chovanec, nos 3 acolytes, le professeur Nicolas Asperger, son assistant Alexis Zofren et leur cobaye volontaire Benoît de Saint-Jacques, qui philosophe sur le sens de la vérité et sur l'indécence du mensonge. Le ministère de la Désinteraction sociale a confié à Asperger et son équipe la lourde tâche de faire de l'autisme une référence. Pour cela, ils ont testé sur Benoît de Saint-Jacques une machine censée les aider dans cette tâche. Mais il semblerait qu'ils aient perdu le mode d'emploi, à moins qu'il n'y en ait jamais eu de mode d'emploi. Ils se retrouvent donc à investiguer sur le terrain. Résumé de l'épisode précédent. Le professeur et son assistant continuent de sonder Benoît de Saint-Jacques, mais ils n'arrivent toujours pas à le cerner. Est-il un neurotypique ? Est-il un autiste ? Est-il un espion du FLN, le Front de Libération des Neurotypiques ? Épisode 6. Apprentissage. Connaissez-vous votre table des 10 ? Après une bonne nuit de sommeil, nous retrouvons de bon matin notre équipe de choc au parc pour une nouvelle journée d'enquête. Bon, notre neuro-reconfigurateur ne semble pas avoir été très efficace sur ce coup-là. Notre cobaye a pourtant bien réagi lors de la 2e séance de test, mais pour autant, nous ne sommes pas plus avancés puisqu'il ne se livre pas plus que ça. Ah, il est vraiment difficile de savoir qui est réellement ce Benoît de Saint-Jacques. Ah mais que pouvons-nous faire ? Le soumettre à nouveau au neuro-reconfigurateur ? Je vous rappelle que votre machine est hors service pour l'instant. Je ne sais plus vraiment si nous ne sommes pas capables d'analyser les résultats de notre invention. Mais à quoi bon, Alexis ? Et finalement, est-il vraiment important de savoir qui il est ? Mais oui, Alexis, si nous voulons comprendre ce monde étrange qu'est la neurotypie, il nous faut savoir qui sont ces neurotypiques. Je suis insondable. Insondable, oui, impénétrable, non. Ne vous inquiétez pas, Benoît, nous finirons bien par y arriver, même si nous devons passer par des voies peu recommandables. Avec des gants alors ? Mais si on ne peut pas le cerner par la théorie, pourquoi ne pas essayer la pratique sur le terrain comme le disait hier ? Mais bien sûr, Alexis, j'adore quand tu changes les ampoules parfois. C'est quand même mieux quand ça éclaire, non ? Ce n'est pas de ma faute si les filaments pètent tout le temps. Benoît, nous allons vous lâcher dans le parc afin de vous observer au contact de la population. Certes, il y a beaucoup d'autistes, beaucoup d'enfants et quelques nains, mais il y a également beaucoup de neurotypiques qui s'y baladent. Oh, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je suis là pour aider. C'est ainsi que notre folle équipée quitte le banc vers le point névralgique du parc, l'aire de jeu. Ce lieu où papillonnent et fourmis, ce n'est pourtant pas un insecte. Tant d'enfants, criards, accompagnés la plupart du temps de leur maman qui pipelètre entre elles. Soudain, l'une d'entre elles interpelle son rejeton. « Lucas, ne monte pas trop haut, c'est dangereux !» Ce à quoi Benoît rétorque. « C'est pas la bonne méthode, madame. Là, vous lui communiquez votre angoisse et c'est propice à l'accident. Laissez-le faire, il est protégé par son insouciance d'enfant. » Nicolas et Alexis se regardent et de concert... « Autiste !» Une autre maman. « Lucas !» Un autre Lucas. « Ne mets pas ton doigt dans l'œil de ton camarade, s'il te plaît !» Sauf s'il te l'a explicitement demandé, bien évidemment. Pas autiste. Je plaisante. Ta maman a raison, écoute-la. Ah, autiste. Dans les allées du parc, nous croisons une jeune et jolie joggeuse qui semble avoir un goût immodéré pour le juste corps fluo flashy. Notre ami Benoît se retourne sur son passage, certainement pour vérifier que son short est de la même couleur derrière que devant. Pas autiste. Si, finalement, autiste aussi. Ensuite, c'est un petit vieux tellement voûté qu'il n'a pas dû payer l'entrée qui traverse nonchalamment le parc. Benoît l'aide instinctivement à s'asseoir sur un banc. Autiste. Puis, il remet discrètement la pancarte « Peinture fraîche ». Pas autiste. Si, finalement, autiste aussi.
S'en vient ensuite un touriste belge une fois qui lui demande son chemin. Oh bah je ne sais pas, là, ça dépend où vous allez. Pas autiste. Oh, parce que mon sens de l'orientation laisse à désirer. Ah, autiste. Après une grosse journée d'observation, nos 2 chercheurs font les comptes. Alors, ça nous fait 15 autistes et 14 pas autistes. Ah, bah, moi je compte 14 autistes et 15 pas autistes. Du coup, 29 à 29, bah, ça fait égalité alors. Oh purée, c'est le niveau Champions League là. N'importe quoi, 29 à 29, même en Champions League, on n'a jamais vu des scores pareils. Bon, alors, je crois que la lumière tombe à nouveau chez Alexis. Il n'y a plus assez d'étages éclairés. De toute façon, il se fait tard, rentrons à l'institut. Mais il est en heure creuse ou en heure pleine là? De retour au centre, nos amis retrouvent Ophélie en plein ménage dans la salle de contrôle du laboratoire. Ah, mais vous m'en avez foutu partout avec vos expériences. J'ai retrouvé des bouts de verre cachés sous d'autres bouts de verre. Heureusement qu'ils sont transparents, sinon je les aurais même pas vus. Ophélie, mon petit, allez me chercher le dossier de Monsieur de Saint-Jacques, s'il vous plaît. Oui, professeur. Bien, professeur. Tout de suite, professeur. Il me semble que vous ne nous avez pas signalé des difficultés d'apprentissage, n'est-ce pas? Absolument, professeur. Pas de dyslexie, pas de dyspraxie, ni d'autres dys, quelque chose d'ailleurs. C'est important les 10... quelque chose là, professeur? Absolument, Alexis, enfin. Parce que moi, on m'a toujours dit que je n'étais pas indispensable, mais qu'il fallait que je reste disponible. C'est grave ça, professeur? Oh là là, mais vous êtes en roue libre, vous, hein. Sur l'échelle de l'indice de satisfaction, je crois que je vous mettrai 10 sur 10. Ah, très drôle. C'est compliqué aussi. Quand vous n'êtes pas à droite, on dit que vous êtes gauche, ou que vous avez 2 mains gauches. Quand vous n'êtes pas maladroit, on dit que vous n'êtes pas gauche. Moi, j'ai jamais su reconnaître ma droite de ma gauche, alors bon... Mais c'est juste une question d'hémisphère, Alexis. Hémisphère, hémisphère. Est-ce que j'ai une gueule d'hémisphère, comme disait Arlequin? Quand même, on pourrait pas avoir qu'un seul hémisphère. Ce serait tellement plus simple. C'est atmosphère et non hémisphère. Et c'est Arletty qui disait ça dans un film par Arlequin. Arlequin? Ah oui, j'adore. J'ai lu toute la collection. Ça vous fait des belles journées, ça, professeur, hein? Oh là là. Restons concentrés, voulez-vous? Benoît, il semblerait que vous ayez quand même quelques traits autistiques, mais pas en continu, par intermittence, quoi. Si je peux me permettre cette petite expression un peu olé olé, je dirais que vous êtes à la fois à voile et à vapeur. Oh oui, à voile et à vapeur. Comme les bateaux qui vont sur l'eau. Comme c'est drôle, professeur. Cela veut dire que Benoît aime aussi bien les hommes que les femmes pour faire des trucs sexuels, Ophélie. Rien à voir avec la marine, hein? Mais non, Alexis, cette expression peut être plus générale et peut vouloir dire que l'on peut être ambivalent. Aucune connotation sexuelle dans mes propos, voyons. Si vous le dites, donc votre ami est sur du courant continu et moi sur du courant alternatif et donc quoi? Oh oui, du courant continu et du courant alternatif. Comme une guirlande de Noël qui clignote. Comme c'est joli. Merci Ophélie, mais il s'agit là d'une expression qui veut dire qu'Alexis est autiste et que Benoît ne l'est pas vraiment. Nous ne savons pas si c'est dû au fait du neuroreconfigurateur ou si c'est juste naturellement comme ça. Pour en savoir plus, nous devrons exécuter d'autres analyses lorsque notre matériel le permettra, si vous voulez bien. Est-ce que moi j'ai le choix? Non. Demain, nous en saurons plus sur l'état de notre machine. Et vous, qu'en pensez-vous? Benoît de Saint-Jacques est-il vraiment à voile et à vapeur? Je veux dire, pensez-vous qu'il est un autiste alternatif ou plutôt un neurotypique continu? Va-t-il accepter de subir une nouvelle batterie de tests? Alexis bénéficie-t-il d'un tarif préférentiel avec son fournisseur d'énergie? Pensez-vous que Dorian s'en bat vraiment l'ec? Ophélie s'est-elle tapé toute la collection Arlequin? Ou plutôt, la collection Arlequin s'est-elle tapé toute Ophélie? Si vous voulez le savoir, il faudra vous taper tout. Neurorama. Un GEM TSA 86 nacre-en-ciel. Du feuilleton radiophonique. Au Jérôme Brual, l'écriture et la narration. Avec, dans le rôle d'Aurélie Gaillou, le professeur Nicolas Sperger.
Dans le rôle de Corentin Boucherie, l'assistant Alexis Zoffren. Dans le rôle de Doriane Deparois, l'assistante Ophélie Printemps. Dans le rôle de Manuel Vory, le cobaye volontaire Benoît de Saint-Jacques. Au Romain Goulon, la technique et le montage. Une radio style FM pour l'émission Sur la même longueur d'onde quand les autistes surfent sur les ondes du jeune TSA 86, Nacre-en-Ciel. Le générique a été rebaptisé Indice Lexique. De retour après donc l'épisode de Neurorama, l'épisode 6, donc on en est à la moitié. Il y en a 12 de prévus et donc là on en est à la moitié, mais quelles vont être les prochaines péripéties de nos personnages à suivre? Alors vous êtes pas au bout de votre suite. Moi j'ai enregistré donc sur le dernier épisode, ce qui se passe c'est que On va spoiler. c'est ça. On va bientôt enchaîner, c'est ok pour toi Tristan? Ouais. On va enchaîner donc Utile de l'Orient pour devenir expert en rien et briller là où personne ne regarde. et maintenant c'est la chronique de Dorian. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle chronique de Savoirs Inutiles en direct cette fois-ci. Donc je vais vous faire bosser un petit peu parce qu'on change un petit peu de concept. Ça va être une version QCM. Donc ça va être à vous de trouver là ou les bonnes réponses. Je fais une petite parenthèse pour les fidèles de ma chronique. J'avais glissé une fausse info dans la dernière chronique et c'était l'étude scientifique sur les poules. Donc non, pour l'instant, les poules ne jugent pas encore votre beauté. Voilà, pas encore. Allez, on va commencer doucement, histoire de faire chauffer un petit peu vos neurones. Qu'est-ce que... Alors, faut que je m'accroche pour le lire. L'apopathodiafulatophobie. Je pense que j'ai une idée. Alors, la peur des suppositoires, la peur de lire à voix haute des mots que l'on ne comprend pas, ou la peur d'être constipé. Alors moi je dis c'est les mots. Constipation pour moi. Constipation, ouais. Non. Copieur. C'est la laxophobie. Alors Non, c'est ça. Le météorisme. Ouais. En fait, il y a plusieurs. C'est la peur d'être constipé. Il y a plusieurs mots et étymologies. Je pensais que c'était la peur d'être constipé tout en lisant des mots à voix haute. Ça pourrait le faire. Après, j'espère pour eux qu'ils n'ont pas la phobie des pruneaux en plus, parce que ça va être compliqué. Surtout ne jamais prendre les pruneaux à jeun. Oh putain. Passons maintenant à la suite. Il y a des hobbies qu'on comprend, et puis il y a les autres. Comme par exemple, une passion qui est très sérieuse, la canaroplasticophilie. Ce sont des personnes qui collectionnent des canards en plastique. Vous savez, les petits canards jaunes. Une Américaine détient le record mondial. Mais à votre avis, combien en possède-t-elle ? On ne triche pas. Dis donc, Jérôme. Alors, 3682, 5400, soit autant de fois qu'un canard fait caca en moyenne dans une année, ou 5631. C'est plus une baignoire qu'il faut, c'est une piscine. Olympique. Le plus haut, 5641. Ouais, pareil aussi comme je dirais 3682. Alors, c'est 5631. Allez. Une piscine olympique, même. Petite parenthèse pour les curieux, 5400 caca par an, ça fait en moyenne 15 par jour. D'où, je pense, l'origine de l'expression « chier comme un canard ». Ouais. Bref, en attendant, je pense qu'il y en a une qui doit bien s'amuser dans son bain. Et pour les ranger, elle a dû en mettre dans plein de coins. Ouais. Coin-coin. Des coins-coins. Des petits coins-coins. Maintenant, nous allons passer à cap sur la Bourgogne. Ah. La région qui a vu naître une personnalité absolument incroyable et pleine de talent. Oui. Moi. En mars 2025, des apprentis bouchers dans le département de la Nièvre ont battu un record mondial. Celui du plus gros jambon persillé
jamais réalisé. Mais combien pesait-il ? 328 kilos. Ah putain. Je donne les réponses. Oui. 300. Tu peux essayer de guess, hein, mais. Ouais, non, mais j'étais pas du tout sur cet ordre-là. Donc... 328 kilos. 434 kilos. Ou presque aussi lourd que 4340 bottes de persil et 1276 paquets de jambon Herta 4 tranches. Oh, c'est dur celui-là. T'as une calculatrice? Non, le deuxième, t'as dit, c'était quoi? 434 kilos. Et le premier? Pour un jambon, ça pourrait... 328. Ouais, 328. Ouais, moi je vais dire 400. Moi, là, 434. 434, ouais. Eh ben, c'était ça. Bravo. 434 kilos, mais aussi, c'est le poids de 4340 bottes de persil qui font en moyenne 50 grammes, ajouté à des paquets de jambon Herta 4 tranches de 170 grammes. Donc ça nous fait 1276 paquets de jambon aussi. Hasard, coïncidence? Ouais. Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense que tout ça a été préparé à l'avance. Tout est lié. Nous allons maintenant faire un petit détour par notre belle langue française. Que signifie l'expression « être gros gens comme devant » ? Je l'ai redécouverte parce que c'est une vieille expression. Être particulièrement gourmand à table. Être dupé ou frustré dans ses attentes, sans que rien n'ait changé. Ou avoir les joues aussi pleines qu'un hamster pendant le Black Friday chez Biocop. Ah, c'est dur celui-là. Gros gens comme devant. Oui. On avait dit pas de grossièreté. Ah, la première c'était... Être particulièrement gourmand à table. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Moi, j'aurais dit ça. C'est français, ça fait français. Moi, je vais partir sur être frustré sur ses attentes. T'as raison, Corentin. Oh, mais il est trop fort, ce Corentin. Au XVIIe siècle, Grosjean, c'est un gars un peu qui était un peu niais, un peu nigaud. Voilà. Et quand on reste Grosjean comme devant, du coup, c'est qu'on a espéré un truc pour rien. Et en plus, on a un air bête en prime. Voilà. Tout gagné. Donc les Français sont plus bêtes que gourmands après. C'est ça. Surtout en Bourgogne. Ouais, c'est ça. On va passer maintenant à la science. Ce merveilleux domaine où l'on peut dépenser des milliers d'euros pour savoir si des mammifères sont capables de respirer par l'anus, des vers de terre peuvent détecter des fuites de gaz, ou des bancs de poissons qui sont capables de reproduire des figures imposées, une sorte de danse avec les poiscailles de l'Atlantique. Les trois, moi je dirais. Moi je dirais le pingouin qui respire par les fesses, ça me paraît plausible. Non, le moins. Parce que les vers de terre, ça pourrait vraiment avoir une pratique. Ils font quoi les vers de terre, t'as dit? Pour le gaz. Ils peuvent détecter des fuites de gaz. Ça serait pratique, mais la science n'est pas aussi pragmatique. Hein, moi je dirais les vers de terre. Le pingouin qui respire par les fesses. Eh bien, les chercheurs japonais ont prouvé que certains mammifères, comme les souris ou les cochons, pouvaient absorber de l'oxygène par voie rectale sous forme liquide. Corentino, perfect. C'est clair. Ce sera une découverte qui, vous l'imaginez bien, restera dans les annales. Oh. Et je vais vous laisser maintenant, c'est fini le jeu. Je vais vous laisser avec un petit buffet d'infos en vrac comme ça, là, où je vous balance des petites infos, là, à picorer. Façon apéro de savoirs Miam, miam. inutiles. Il existe un championnat du monde de lancer de bottes en caoutchouc. En 2005, la Nouvelle-Zélande a officiellement donné des droits à un fleuve. Le mot bikini vient d'un atoll ayant servi à des essais nucléaires. Ça, j'ai connu. Il existe une police des odeurs à New York. Le record du monde de lancer de téléphone est de 110,42 mètres. Le ketchup était considéré comme un médicament au 19e siècle. Aux États-Unis, il est interdit de chuchoter à l'oreille d'un élan pendant la chasse. Et une ville en Norvège s'appelle Hell, un nom d'enfer. Ah ouais. C'est tout pour moi aujourd'hui, les amis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique de Savoir Inutile. À très bientôt. Ciao. Merci Dorian, c'était super, c'était marrant. Ouais. C'est bien pour la fin de l'émission. Il est trop fort, Corentin. J'ai gagné un truc. Il a dû doper ses haricots, c'est pas possible. Tu as gagné ma reconnaissance. Voilà, c'est déjà pas mal. Très beau lot, ça me va.
Et le bikini, ça vient c'était un maillot de bain, je crois. C'est ça, c'est un maillot de bain issu d'un décès nucléaire sur un atoll. Oui. Ce qui a donné après même la série Bob l'éponge avec Bikini Bottom, donc qui s'en est inspiré. Et potentiellement les personnages seraient irradiés et ça prend un autre sens du coup. Ok, merci beaucoup pour toutes ces chroniques. On arrive à la fin de l'émission. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps pour clôturer et pour reparler des outils de vie quotidienne. On aurait bien aimé vous présenter les outils qu'on a mis en place au GEM ou qu'on a découvert en fait après cette un peu plus de 1 an maintenant d'existence du groupe d'entraide, puisque par les différents groupes de parole, les rencontres et les besoins en fait ici aussi. On a mis en place différentes choses et on aurait bien aimé vous les présenter, mais on le fera pas. Voilà, peut-être sur la prochaine émission, donc on pourrait continuer ça. C'est un sujet vaste, on pourrait en parler des heures. On peut en parler des heures, et puis voilà, peut-être pour clôturer l'émission, on peut se refaire un petit tour de table pour voir un peu ce que vous retenez de l'émission, puis ce qui vous fait plaisir de dire à l'antenne, quoi. Moi, j'ai juste une petite question pour Corentin. Je voulais savoir est-ce que tu as... Quand tu as un regain d'énergie, est-ce que tu arrives à faire germer tes haricots? Ils sortent de la bourse, effectivement. Je m'étendrai pas sur le sujet. C'est là, ne regarde pas. Un dernier petit mot, Jérôme? Non, c'est tout. Je suis content de cette émission qui était festive. Une petite pensée du coup pour Aurélie qui n'était pas là aujourd'hui avec nous, mais gros bisous Aurélie. Coucou Aurélie et Romain. Romain. J'ai bien aimé personnellement la nouvelle dynamique avec la table ovale qui s'étend sur toute l'émission. Je trouve que ça donne un petit coup de punch qui peut être intéressant. Faut se renouveler de temps en temps. Absolument, et un grand merci à Tristan pour avoir assuré la technique en plus de sa rubrique. Tristan. Merci, Salut Tristan. Ok, on vous donne donc rendez-vous le dernier vendredi du mois de mai qui tombe le... Je l'ai pas noté sur ma fiche. Et le vendredi 23. Merci, Ibrahim. Le vendredi... Mais non, le vendredi 30 alors. 30. Ah oui, c'est vrai. Donc on vous donne rendez-vous le vendredi 30 mai à 15h pour la prochaine émission de Sur la même longueur d'onde. On était très contents d'être avec vous encore aujourd'hui et on vous dit à bientôt. Sur la même longueur d'onde. Know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride? Did someone break your heart inside? You're in ruins. 121 guns, lay down your arms.
Swallow